En spécialisant les gens, ils vont créer des initiatives dans leurs OKR qui vont permettre d'optimiser aussi. Quand c'est des personnes qui sont multicasquettes, qui font tout, qui sont des couteaux suisses, qui est très bien pour commencer, tu vas adresser moins de chantiers, forcément. Tu vas avoir les chantiers les plus prioritaires, globalement, avec une vue très macro sur les métiers. Quand tu spécialises, tu commences à avoir une vue plus micro et qui te permet d'appréhender des nouvelles problématiques et donc de mettre en place des initiatives qui te permettent de les aborder. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Philippe Lima et Fabien Leray pour parler de la structuration des pôles CS. Philippe, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Philippe Lima, je suis responsable du Customer Success dans la partie Europe du Sud chez Aircall, entreprise de téléphonie que j'ai rejoint il y a maintenant un peu plus de 6 ans. Et donc Fabien Leray, merci également de m'inviter ici. Et je m'occupe de tout ce qui est Customer Service chez 360 Learning, une plateforme de Learning Management System. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous. Aujourd'hui, on a une thématique un peu précise qui est de parler de la structuration, voire de la restructuration des pôles CS au fur et à mesure de l'évolution des entreprises. Philippe, comment tu as pu, dans les grandes lignes, restructurer et structurer ton pôle CS ? Oui, bien sûr. Donc, quand j'ai rejoint Aircall en 2018, il y avait 3 CSM. Aujourd'hui, on a un peu plus de 70 dans le monde. 70 parce qu'on en a une vingtaine aux États-Unis, une trentaine en Europe, une vingtaine encore en APAC, en Australie. Je pense que c'est aussi important de définir le rôle du Customer Success parce que chez Aircall, il a une particularité dans le sens où on pourrait presque être appelé Account Manager. On s'occupe essentiellement de l'adoption de l'outil, mais également de l'expansion. Donc, nos CSM ont également un objectif chaque mois et une rémunération variable qui est associée à ça. On a en parallèle une équipe onboarding qui s'occupe donc de l'implémentation de la solution et encore en parallèle une équipe support qui, elle, s'occupe de toutes les problématiques clients, ticketing, etc. J'imagine que vous y êtes arrivé en plusieurs étapes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez fait ? Quels ont été les grands jalons ? Alors, même quand j'ai rejoint Aircall en 2018, on avait déjà support onboarding success. Ça n'a jamais changé. Même à cette époque-là, on avait toujours le CSM avec la casquette sales. Et encore jusqu'à aujourd'hui, ça reste le cas. Et on est très fiers d'être aussi partie du revenue de chez Aircall. Par contre, là où tu as raison, c'est que côté success, on a notre propre segmentation en fonction de la taille des clients. Et ça, par contre, ça a changé. Par exemple, récemment, on a créé le pôle digital. Donc des CSM qui vont avoir jusqu'à 800 comptes dans leur portefeuille et qui vont s'occuper des clients qui ont entre 1 à 10 licences en essayant de tout automatiser, de tout rendre en self-service. Donc ça a changé. Alors qu'avant, on avait seulement 2 segmentations qui existent toujours, mais maintenant on en a 3 qui étaient en termes de MRR. On parlait de tous les clients qui avaient moins de 1K MRR, ils étaient chez des CSM qu'on considérait comme SMB et ils avaient environ 300 à 500 comptes. Et des CSM qu'on appelait VIP. Il faudra qu'on change ça d'ailleurs à un moment, je pense. Mais qui, eux, avaient des comptes au-delà de 1K MRR. Ils en avaient environ 50-60 et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ça veut dire que sur ces petits clients, vous allez chercher à en traiter plus avec toujours le même nombre de personnes et en automatisant au maximum. Exactement. C'est là le problème et c'est pour ça qu'on essaye de vraiment faire plus avec moi ou en tout cas avec ce qu'on a aujourd'hui. Pendant les 6 années où j'étais chez Aircall, on avait 2-3 CSM dans le monde qui rejoignaient l'équipe chaque mois. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément possible et c'est pour ça qu'on a dû créer cette équipe digitale parce que justement, il faut qu'un CSM s'occupe de beaucoup plus de clients et on va l'aider avec des outils, avec des process pour que ça puisse se faire, mais donc complètement nécessaire, oui. Fabien, on peut parler de 360, mais peut-être que l'une des expériences sur laquelle on a pas mal parlé tous les deux avant de faire ce podcast, c'était ton expérience chez PeopleDoc. Et pour le coup, je ne sais plus de combien à combien vous êtes passé. Ouais. Moi, ça va être plutôt sur mon expérience précédente, parce que quand je suis arrivé chez 360 Learning, le pôle CS il était déjà très structuré. Moi, je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an maintenant chez 360 Learning. Donc, je n'ai pas connu cette croissance. Je suis arrivé, c'était déjà fait, ils avaient fait un super boulot. Moi, la croissance, ça a plutôt été côté PeopleDoc, donc c'était ma boîte précédente. Moi, quand je suis arrivé, c'est tout petit, PeopleDoc. On a 4 clients et j'étais la première ressource Customer Service. Donc voilà, là, j'ai vraiment connu la croissance. Alors, pour spoiler un peu la fin, c'est-à-dire que donc en 2010, j'étais tout seul là-dessus et quand je suis parti, on était 150 sur l'Europe. Donc ça a pas mal grossi. 150 CSM ? Non, pas 150, j'allais y venir. Les définitions, elles sont importantes, effectivement, comme tu disais. Alors, moi, je parle de Customer Service, c'est-à-dire que ça englobe l'implémentation des Professional Services,
le Customer Success, le support. Donc, on avait différents pôles qu'on a structurés. Et dans la croissance, par rapport à ta question, au début, tu es multicasquette, tu gères tout. Donc, au début, j'étais seul. Donc, je gérais nos 4 clients qui rapportaient 2 000 € de MRR par mois. Donc, on n'était pas du tout spécialisé. C'était en gros la relation client. On gérait toute la relation client, tout le customer facing. Et on a commencé à spécialiser en 2014. On a fait une grosse levée de fonds, ce qui nous a permis d'investir assez fortement. Et donc, on a embauché nos premiers CSM. Donc, au début, on va dire que c'est des chefs de projet. On était 3. Et, on a séparé le build et le run. Donc, j'ai laissé les deux chefs de projet faire du projet. On a embauché des CSM pour gérer les clients, qui faisaient à la fois le success et le support, donc le proactif et le réactif. Et une fois qu'on avait la charge de travail on a embauché des personnes au support, etc. Donc ça a été la phase, on va dire, 2014-2018. On a vraiment grandi. Et après, plus on grossit et plus les organisations se complexifient, on a commencé à créer un pôle Sales Services pour tout ce qui est projet additionnel en run. On a créé des équipes d'intégration, on a créé des équipes de partenaires, on a créé des équipes d'enablement. Donc voilà, c'est devenu un peu plus complexe. Alors, à quel moment, parce que ça, c'est quand même, il y a beaucoup de choses là, on est sur de la micro-start-up, parce que 4 clients, d'ailleurs, bravo aux fondateurs d'avoir recruté des CS dès les 4 premiers clients, parce que ça, parfois ça attend un peu. 4 clients, tu grossis très vite, et là, tu as des notions de spécialisation des métiers. À quel moment tu décides de spécialiser ton pôle en disant, là, on va mettre des gens sur l'implay, là, on garde le succès à part. Enfin, à quel moment ça arrive, ça? Moi, je faisais ça par rapport à la charge de travail. C'est-à-dire que j'avais mon business model, mon plan, avec les différentes activités qu'on avait à faire pour estimer le nombre de headcounts dont on avait besoin. Et une fois que je voyais qu'il y avait de la place pour spécialiser une ressource ou deux, histoire d'avoir un backfill quand même, sur une activité, je spécialisais. Et j'embauchais quelqu'un vraiment spécialisé là-dessus. Donc ça veut dire que tu as déjà suffisamment itéré sur le process pour se dire, OK, on va travailler. Et on a assez de clients pour dire que ça justifie un poste à part entière et pour pouvoir optimiser. C'est que c'est pas optimisé. Les gens le font, mais c'est pas optimisé parce qu'ils font un peu de tout. L'activité, tu la splits. Ça permet de spécialiser un peu plus les gens. Et les gens étant spécialisés, ils peuvent optimiser. Et ce dont tu parlais tout à l'heure, vraiment, du coup, faire plus avec moins. Oui. Et faire en sorte d'optimiser vraiment, de mettre en place les process, les méthodologies, les outils qui vont bien pour optimiser le métier. Et comment on suit ça là, dans vos expériences? Qu'est-ce qu'il y a à optimiser? Parce que dans cette notion de structuration, il y a toujours faire mieux servir le client avec peut-être moins de ressources. En tout cas, c'est l'état d'esprit actuel. Comment on fait pour suivre ça et décider ce qu'on optimise? En spécialisant, alors nous, on l'a utilisé assez tard, mais on l'a utilisé à partir de 2016, je crois à peu près. Méthodologie OKR. Et en fait, quand tu commences à utiliser ça, alors les OKR, c'est ni plus ni moins des objectifs concrètement. C'est un framework, mais il y a rien de très nouveau. C'est juste un framework un peu nouveau dans la manière d'appréhender les différentes initiatives. En spécialisant les gens, ils vont créer des initiatives dans leurs OKR qui vont permettre d'optimiser aussi. Tu vois, si jamais, quand c'est des personnes qui sont multicasquettes, qui font tout, qui sont des couteaux suisses, qui est très bien pour commencer, tu vas adresser moins de chantiers, forcément. Tu vas avoir les chantiers les plus prioritaires globalement avec une vue très macro sur les métiers. Quand tu spécialises, tu commences à avoir une vue plus micro sur chaque métier et qui te permet d'appréhender des nouvelles problématiques et donc de mettre en place des initiatives qui te permettent de les aborder. Tu les as, toi, chez Aircall, les OKR? Est-ce que vous en avez mis en place? Ouais, on a beaucoup changé tout ce qui était objectif pour les CSM au niveau de toute la structuration et toute la vie d'Aircall depuis les 6 dernières années. On avait un gros challenge, par exemple, d'annualisation de nos contrats. OK. Parce que c'était sous quel format? Au début, tu pouvais prendre Aircall sous forme de vraiment mensuellement. Et en fait, ce qui voulait dire aussi qu'il y avait beaucoup de fluctuations au niveau des clients, des contractions, même en termes de licence, et beaucoup de churn. Puis de suivi, c'était dur pour les équipes CS, pour suivre des clients, faire de l'anti-churn sur des gens qui n'ont pas d'engagement ou des engagements aussi courts. Et surtout que tu pouvais tourner du jour au lendemain. Donc vraiment, en termes de forecasting, qui aujourd'hui devient une des plus grosses missions du succès, en tout cas chez Aircall, de pouvoir forecaster l'expansion, la contraction, le churn, tout ce que tu vas pouvoir closer. Et à l'avance, on te le demande vraiment de quarter en quarter. Et on commence même de parler de semestre en semestre. Il y avait eu pendant 2 ans donc un vrai objectif, et ça faisait même partie justement du variable du Customer Success
manager chez Aircall, de faire signer des contrats annuels. Heureusement qu'on a fait ça, parce qu'aussi, avoir des contrats annualisés, c'est beaucoup plus... ça permet juste au CSM en fait, de travailler vraiment avec une vraie timeline, de savoir que c'est à 6 mois d'âge qu'il faut que je le contacte pour faire une annual business review, c'est à 9 mois d'âge qu'il faut que je le contacte pour avoir la renewal conversation, pour s'assurer de savoir s'il va ou pas renouveler, et c'est à 10 mois que je dois avoir le contrat signé sur Salesforce. Sinon, entre guillemets, moi en tant que manager, je regarde et je te demande qu'est-ce qui se passe, quoi. Et heureusement qu'on avait mis ça en place comme OKR, et heureusement qu'on avait mis ça en place à l'époque, parce que justement, ça nous permet comme tu le disais, d'avoir moins de tâches au quotidien et de contrôler beaucoup plus tes contrats. Tu pérennises la relation et tu poses un process clair avec des jalons que tu peux mesurer. Ouais, ça fait effectivement partie pour moi des jalons de structuration essentiels dans une équipe et qui font aussi que ton équipe est moins en réactif. Ouais. Parce que le côté couteau suisse, c'est génial, tu t'ennuies pas, mais au démarrage, tu deviens vite... Oui, mais c'est aussi des profils assez rares, les couteaux suisses. Moi, je pense que, c'est une question aussi que je vous pose, mais est-ce que du coup, cette spécialisation vous n'a pas facilité le recrutement, notamment dans une phase de forte croissance, comme vous avez pu connaître? C'est peut-être plus facile de trouver des gens experts dans leur domaine que des moutons à 5 pattes. Enfin, moi, personnellement, quand je devais recruter des moutons à 5 pattes, j'ai toujours eu beaucoup de mal à les trouver. De notre côté, donc vraiment, par exemple, encore aujourd'hui, les objectifs, c'est expansion, contraction, churn. Donc, toutes les licences que tu vas ajouter en tant que client, et on va essayer de pousser le CSM à avoir ça au maximum, donc ça veut dire que le compte grandit. Éviter toute contraction, donc l'inverse, la suppression de licence ou le downgrade de plan, et éviter bien entendu les churns. Et ça, c'est 33% de ton objectif, 33%, ce qui fait 100% à la fin. Et tu as complètement raison, on a des CSM qui vont se focaliser beaucoup sur l'anti-churn, l'anti-contraction, et qui vont arriver à atteindre les 66% de leur target, mais justement, on va les pousser un peu plus sur l'expansion. Mais au moins, ça leur permet de jauger, de travailler un peu sur les 3 segments, etc. Pour justement... voilà. Et ta contraction, elle est liée à quoi? Est-ce que c'est pas intrinsèque à la vie de la boîte? C'est-à-dire que soit ton client grossit et il a plus de licences, soit il va moins bien, donc il réduit ses effectifs, il a besoin de moins de licences. Tu peux pas faire grand-chose dans ce cas. Complètement, tu as complètement raison. Et c'est une des raisons d'ailleurs qu'on a un report après chaque semaine où on demande au CSM de remplir pourquoi est-ce que tu penses que cette contraction a eu lieu. Et une des raisons, et la raison principale qui m'aide, c'est économique, licenciement, ou tout simplement les personnes qui utilisent Aircall ne sont plus chez le client. Après, tu as aussi, et on essaie de l'éviter par tout moyen, chez Aircall, tu peux utiliser la solution de téléphonie soit pour ton équipe sales, soit pour ton équipe support, par exemple. Des fois, on a des demi-churns, c'est-à-dire qu'on perd l'équipe support parce que l'intégration avec le helpdesk n'est pas assez performante ou parce que tout simplement, ils avaient besoin de fonctionnalités de call center que potentiellement avancées que Aircall n'a pas encore. Et donc, tu vas perdre la moitié de ton effectif. Tu vas essayer d'éviter ça. Et donc, c'est là où tu vas impliquer les solution engineers, négocier un nouveau contrat, etc. pour t'assurer qu'il reste, tout simplement. Et par rapport à ce que tu disais avant, c'est intéressant parce qu'on a eu la même réflexion sur la durée de contrat. Ce que tu disais sur la durée de contrat, nous, on avait des contrats d'1 an. Au bout d'un moment, avec des contrats d'1 an, en fait, tu te retrouves avec un amount to renew qui est énorme. C'est-à-dire qu'on avait 40% de notre parc client à renouveler chaque année. Ça devient infernal et ça devient un boulot pour les CSM qui est énorme. Mais ça te fait des goulots de charge, des périodes de saison hyper denses. Hyper difficiles. Et en fait, à 1 an, alors ça dépend peut-être des secteurs aussi, mais nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'à 1 an, des contrats d'1 an, tu commences à t'intéresser au renouvellement au bout de 6 mois. Déjà, ça vient vite, 6 mois. Et 6 mois, c'est presque trop tard. Parce que si ton client n'a pas entendu parler de toi pendant 6 mois et qu'il doit venir la fleur au fusil avec au fait, on va commencer à parler de renouvellement, et qu'en fait, ça ne va pas, il s'est déjà fait une raison et c'est déjà trop tard, en fait. Du coup, nous, c'est tout récent, on a incentivé les CSM sur la partie et les CAM aussi. Alors, les CAM participent, c'est séparé entre les deux. C'est les commerciaux qui s'occupent du renouvellement, pour ça, je le précise. Donc, ils bossent conjointement sur le renouvellement et les deux sont incentivés sur la durée de renouvellement et avec un objectif à plus de 24 mois, voire 36 mois. Histoire de réduire le taux de renouvellement annuel, donc la quantité de clients renouvelés, parce que naturellement, si un renouvellement annuel, tu vas créer une asymptote qui va tendre vers 100% en fonction de ta croissance. Mais si tu dois renouveler 40, 60, 80% de tes clients chaque année, c'est impossible, c'est ingérable. Et donc, plus tu as des contrats longue durée, plus tu as de temps déjà pour bosser avec ton client sur des trucs à long terme, et augmenter la stickiness de ton client pour être sûr qu'il ne peut plus se passer de ton outil.
Et puis, puis tu évites des discussions sans cesse qui reviennent, de renouvellement qui ne sont pas les plus intéressantes. Et c'est pas ce que préfèrent les CSM. Non, c'est vrai. Et justement, juste par curiosité, parce que tu parlais de ça, de 6 mois des fois sans avoir de conversation avec le client. Bon, généralement, on espère que ce soit jamais le cas. Vous avez des touch points chez vous qu'il faut absolument faire tous les 2 mois, 3 mois, des alertes quand on n'est pas contacté ou... Ouais, on a des business reviews régulières, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est que c'est souvent annulé parce que les gens n'ont pas le temps en face, etc. Et en général, ce qu'on dit, c'est que le CSM, il a une cartouche. C'est-à-dire que le client achète la solution, il la met en place. À ce moment-là, on a accès au decision maker, on a la première business review. Si elle n'est pas bien, le decision maker il va venir, il va se dire je perds mon temps, là j'ai perdu 2 heures, là, c'est la fois d'après, c'est irrécupérable. Et dans ce cas, les seules équipes auxquelles tu as accès, c'est les équipes opérationnelles, où tu vas discuter que tickets, problèmes, latence de la plateforme et tout ça, des sujets que les CSM, même chose, n'ont absolument pas. Enfin, c'est pas la valeur ajoutée des CSM. Là, on parle support, c'est du réactif, c'est pas du proactif. Du coup, c'est pas louper ce créneau et vraiment réussir à avoir quelque chose d'impactant sur la business review en termes de stratégie. Comment est-ce qu'on s'inscrit dans la stratégie learning du client? Comment est-ce qu'on peut les aider à atteindre leurs objectifs learning pour embarquer des decision makers? Et on se dit, OK, dans 6 mois, on va en être là, nous voilà ce qu'on va faire, on se revoit dans 6 mois et on en reparle et on aura avancé. Et si on n'arrive pas à faire ça, c'est perdu. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit qui est très vrai et qui est très important, c'est que jusqu'à il y a peut-être 1 an, on faisait des quarterly business review. Et en fait, on s'est rendu compte d'exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'au bout de la 4e quarterly business review, on perd en fait le client parce qu'il n'y voit pas d'intérêt. Même le CSM lui-même le fait juste pour atteindre un espèce de mini-objectif qu'il se donne. Exactement. Et au final, personne n'est content. Le CSM passe sa vie à remplir des PowerPoint et à faire des follow-up. Et le client, il est juste, au bout de 3 mois, a encore un business review avec Aircall. J'ai pas changé mon utilisation. J'ai l'impression que tout est pareil. Donc, je vais plus forcément accepter tous les rendez-vous que mon CSM me met. Et c'est là où tu perds potentiellement après... les conversations qui sont importantes et qui devraient avoir lieu lors du renewal, etc. Tu perds l'accès au decision maker. Pour moi, c'est tout l'enjeu du CSM. C'est son rôle, c'est de créer cette relation et créer cette relation avec le decision maker et pas le perdre surtout. C'est marrant parce que du coup, plus on structure, plus on spécialise et plus on sort d'une posture, enfin on essaie de standardiser une approche d'expert. C'est marrant, dans ce que vous dites, il y a énormément ça. On standardise une posture d'expert qui autrement serait sur mesure. Ton couteau suisse le fait de façon sur mesure au démarrage et au fur et à mesure on se spécialise et on apporte un niveau de conseil qu'on peut standardiser quasiment. Ouais, et ça revient sur le sujet du début où justement arrêtons d'avoir des conversations toujours avec nos clients juste pour savoir comment ça va, de parler très spécialisé sur une fonctionnalité en particulier, de parler chiffres, mais parlons plus au global de la stratégie, etc. C'est pas pour autant que c'est pas important de savoir si tout se passe bien et s'ils utilisent l'outil, etc. Mais là, pour avoir ces types de réponses-là, on va utiliser des outils, des systèmes d'alerte. Donc, c'était aussi ta question que tu posais au début. C'était de dire que, par exemple, chez Aircall, le jour où un client enlève son intégration, on a une alerte. Et on va le contacter proactivement parce qu'on va recevoir l'information que, attention, il vient de désactiver son intégration Salesforce. L'outil Aircall en tant que téléphonie, en tant que tel, même sans intégration, c'est top. Mais si tu avais une intégration avec Salesforce et que tu l'enlèves, il y a un gros risque. Et donc ça, le CSM, le matin, il se connecte sur sa plateforme. Donc là, pour le coup, nous, on utilise un tool, Totango, qui est un CRM Success et qui te dit contacte ce client-là parce qu'il a supprimé son intégration, contacte ce client-là parce qu'il n'a pas payé sa facture depuis 4 mois, contacte ce client-là parce qu'il a supprimé 35 utilisateurs, contacte ce client-là parce qu'il a baissé son nombre d'appels de 45% sur les 2 dernières semaines. Et donc ça, on n'a plus à faire des QBR pour demander ça au client. On a l'information qui vient à nous-mêmes et quand on parle au client et que tout va bien, généralement, là, on va aller sur l'aspect consultant que tu disais. Et tu vas proposer un plan d'action et tu vas savoir comment amener de la valeur. Tu ramènes de la valeur plutôt que d'être en prise d'information. Ouais. C'est intéressant parce que du coup, ça veut dire aussi que tu t'appuies vachement sur les outils comme assistant, qui peut-être te fait gagner énormément de temps et donc te permet toujours de faire plus avec moins. Tu parles de Totango et il y a d'autres outils similaires, mais quand est-ce que c'est venu? Est-ce que c'est venu du coup dans une volonté de rationalisation ou est-ce que les attentes et les enjeux qui ont amené à ce choix étaient différents?
C'est venu très rapidement, peut-être trop rapidement en toute transparence. C'est venu depuis 4 ans. On a voulu mettre en place un CRM pour l'équipe Success vraiment dédié à nous. Après, ça a aussi impliqué énormément d'équipes en interne, surtout l'équipe data. Je pense à eux fortement et je leur dis merci aujourd'hui parce qu'après 1 an et demi pratiquement, mais vraiment d'une personne dédiée en data à faire l'implémentation, maintenant ça marche, on a des vrais résultats. Mais à l'époque aussi, on avait potentiellement 8000 clients, 9000 clients, ce qui était déjà conséquent, mais ce qui en vrai était encore complètement gérable de notre côté. Maintenant, aujourd'hui, on approche des 20 000, on est très content de l'avoir implémenté, mais peut-être qu'on l'a fait 2 ans trop tôt, pour répondre à ta première question. Et à ta deuxième question, d'autres outils, oui, complètement. Gong, par exemple, pour le coup, que nous aussi, on utilise en interne et que personnellement, même en tant que manager, j'adore. On intègre les call air call sur Gong, on intègre les vidéos, donc tous les zooms vidéo qu'on peut avoir avec nos clients. Les mails sont intégrés également. Gong va agréger toute cette information et remplir carrément notre Spice, c'est notre méthodologie sales qu'on utilise justement pour qualifier un peu où est-ce qu'est le pipe, mais aussi tout simplement le renewal d'un client. Gong va utiliser toute cette information et remplir les champs de chaque compte et chaque client automatiquement. Donc moi, en tant que manager, je me connecte sur le compte. Je vois que Juliette, ma CSM, a parlé avec 360 Learning la semaine dernière avec toi. Je vois que tu étais plus ou moins content et c'est l'intelligence artificielle qui me le dit. Après, je vérifie quand même. Je vois que vous avez parlé du renouvellement. Je vois que vous avez convenu d'un appel le 30 juin. Et tout ça, je le vois d'un seul clic. J'ai rien à faire et ça me permet d'aller aussi beaucoup plus vite. Et même pour les CSM, moins de tâches administratives. Et encore une fois, on focus sur le consultant et pas, enfin sur l'aspect consultant et pas sur l'aspect admin. Mais surtout que ça, ce que tu dis là, l'exemple du produit est excellent. Le CS fait passe-plat avec le produit, alors qu'il a en revanche de la valeur ajoutée sur discuter du besoin réel du client. Et après, le corréler à une feature, c'est le travail de l'équipe produit. Mais c'est autre chose. Et c'est super d'avoir l'occasion de faire ça. Enfin, ce transcript, moi, ça m'intéresse bien de voir comment ça marche. Avec plaisir. C'est assez chouette. Je pense que tu as un taux de complétion qui est largement au-dessus que quand Ah ça ouais. être fait par des humains, parce que la réalité, c'est que Payer la un CRM, surcharge franchement. opérationnelle sur les CS fait que, avec tous ces process, toutes ces tâches, la moitié sont faites correctement. Ah oui, et c'est exactement ce que vous disiez. Et surtout, le CSM ne fait plus que ça et plus du vrai CSM. Il fait de l'admin, il te remonte des feature requests, il fait des follow-up, il fait des calls, mais il n'apporte pas vraiment de valeur. Et donc, justement, c'est là où il faut vraiment utiliser des outils qui te permettent donc de faire ça de manière automatisée et redonner le pouvoir du succès au succès et les tâches du succès au succès. C'est vraiment un bon point et je pense que c'est un truc qui frustre beaucoup d'équipes. Donc, C'est une belle bataille. Ouais, belle bataille, clairement. Il y a un point quand même que tu disais et qui me semble important. Nous, ça nous arrive régulièrement d'aller dans les boîtes où on dit quelle solution on prend, quel outil. Là, on a vraiment besoin de scaler, de faire mieux. Quel outil va nous aider à faire ça? Et il y a un peu cet effet magique. Je prends un outil et ça va régler tous mes problèmes. Mais comme tu le disais, ça peut être très long. C'est les choses qu'il faut, en termes de structuration, justement, tu peux pas le faire n'importe quand de mettre en place des outils. Il faut être assez mature pour pouvoir le faire. C'est le syndrome de l'objet brillant, quoi. On voit que les concurrents ou les entreprises autour de nous utilisent, on peut prendre l'exemple des Customer Success Platform, qui sont un bon exemple, je pense. On y va, on ne sait pas trop pourquoi, parce que les autres le font, parce que ça a l'air bien, les promesses sont bonnes, mais effectivement, ça demande pas mal de préparation. Et tu vois, si ton équipe data a mis 1 an et demi à mettre en place quelque chose qui soit efficace, beaucoup de boîtes aujourd'hui n'ont pas encore les effectifs pour pouvoir se le permettre. Et souvent, du coup, ça fait des outils inutilisés et qui n'apportent aucune valeur. 1 an et demi, ça me paraît même faible. Toi, tu as eu ça aussi, des structurations d'outils? Ça s'est fait avant que j'arrive. Chez 360, on a une équipe Ops qui est une super équipe Ops qui permet de faire ça, et une équipe data. Donc oui, on y arrive. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire combien de temps ça a pris. J'ai pas l'info. Mais c'est continu, je pense, un petit peu même aujourd'hui. On a tout le temps une personne data qui s'en occupe. Hein. Ah ouais, complètement. Oh, ouais. C'est continu, on n'a pas été aussi loin que vous. On ne va pas jusqu'à alimenter automatiquement à partir de Gong avec l'intelligence artificielle, etc. On a Gong, effectivement, qui est un super outil rien que pour voir tout l'historique de ce qui s'est passé sur un client, pour faire de l'analyse. C'est vraiment bien. On ne va pas aussi loin que ce qui est fait chez vous. Mais effectivement, il faut avoir les équipes Ops, les équipes data. Tu ne peux pas demander ça. Tu peux pas demander à un CSM de faire ça en shadow quand il a du temps libre, quoi.
C'est beaucoup trop complexe. Il y a beaucoup de complexe. boîtes qui le font, de le demander à des CSM, Oui. justement, est-ce que tu peux faire des tableaux, report avec de la data, essayer d'automatiser? Après, ça se fait dans la aussi, tu vois, spécialisation. c'est des étapes. Enfin, je veux dire, le tableau Excel, on y est tous passé, ça marche bien. Sauf qu'à un moment donné, quand tu scales, il faut autre chose. Et comme tu disais, il faut choisir le bon moment pour ça. C'est intéressant, les équipes Ops et Data sont deux équipes hyper clés pour le CS aujourd'hui. Enfin, je pense que dans la plupart des organisations, quand ça commence à être bien structuré, on doit travailler main dans la main. Au-delà de la structuration du pôle même, il y a ces deux-là. Ouais, parce qu'ils apportent de l'expertise, ils apportent une cohérence aussi entre les équipes, à la fois entre départements, mais même géographiquement. Nous, on était c'est en train de changer, mais on était sur deux GOs US, IMIA. Si tu n'as pas quelqu'un qui apporte un peu un fil conducteur entre les différentes régions, chacun fait un truc dans son coin, ça part, ça bifurque complètement et c'est pas bien du tout. Du coup, c'est très dur de rapprocher après les données, la data et d'avoir une vue consolidée. Donc ouais, non, c'est important. Mais là, je veux bien que tu précises cet exemple. C'est des fonctions Ops qui alignent les pratiques, c'est ça, entre les différentes régions? Qu'est-ce qu'ils regardent exactement? Oui, sur toutes les méthodologies, sur tous les outils, surtout tu vois, les modèles d'incentives, d'objectifs et compagnie. C'est eux qui... Alors, on bosse avec eux, évidemment, ils font pas ça dans leur coin. Mais on bosse avec eux, mais c'est eux qui sont garants et c'est eux qui portent les actions liées à ça, ouais. Ils sont spécialisés par métier CS et Sales On a des ops dédiés CS, des ops Sales et des ops CS, ouais. Là, ça, c'est vraiment une des fonctions, je trouve, dans la structuration que je vois de plus en plus apparaître. C'est assez récent, finalement, mais c'est indispensable à faire un truc qui est efficace. C'est lié de toute façon à ces sujets. Hein. Enfin, on parle de digitalisation du CS. On est obligé de passer par les outils. On a des outils de plus en plus complexes et dont on attend beaucoup de choses. Forcément, il faut des équipes dédiées. Et c'est souvent d'ailleurs des équipes qui ne sont pas une personne. Ça peut être des équipes qui sont assez grosses. Ouais. Là, tu parlais... c'est un CSM pour 800 clients dans le pool. C'est énorme. Et du coup, côté Ops, si on parle de l'équipe Ops, ça ressemble à quoi chez vous? Je te rejoins, on a aussi Success Ops, Sales Ops, on a du Billing Ops, on a du Support Ops. Ah ouais, vous avez vachement spécialisé. Ouais. Et c'est identique à ce que tu disais, et heureusement, parce que jusqu'à récemment, on avait, comme je disais au début, on a du Success aux États-Unis, on a du Success en IMIA par exemple, et on avait deux méthodes de façon de faire, deux façons de travailler, des decks qu'on présentait aux clients qui étaient différents, et c'est cette fonction qui était vitale d'avoir un Success Ops qui ensuite a un peu réuni tout ça. Encore une fois, on a travaillé avec lui pour mettre tout ça en place, mais c'était heureusement qu'ils sont là pour justement aligner et surtout pour, encore une fois, qu'on ait une bonne stratégie, qu'on soit tous d'accord et qu'on aille tous vers le même objectif et qu'on perde moins de temps à prendre des informations à gauche, à droite. Ok, donc là, on a quand même pas mal d'idées d'outils à activer pour la structuration d'un pôle, mais dans tout ça, il y a la réalité qui est la réalité de votre terrain, votre accompagnement de manager, l'opérationnel. Comment on fait pour mener de front des sujets à la fois opérationnels et puis des sujets plus structurants, de faire évoluer l'organisation? Mais c'est pas qu'une question majeure, en fait. C'est pour tout le monde. Alors je vais revenir un peu sur le People Doc. Quand je montais mes budgets, justement pour que les gens puissent travailler sur les OKR, parce qu'en fait, tout ça, c'est derrière, tu as des OKR, tu as des initiatives, il faut qu'ils aient le temps de travailler dessus. J'allouais du temps. C'est-à-dire que j'avais, quand je faisais un budget, j'avais la charge de travail, et après, tu as la bandwidth, la capacité. Et j'allouais du temps, j'allouais une demi-journée par semaine aux gens de temps libre pour qu'ils puissent bosser sur ces sujets-là. Ce qui fait que, mais j'ai plus en tête exactement, mais je pense que c'est quelque chose, ça diminue vite. C'est-à-dire que, en gros, tu as 20 jours ouvrés par semaine, tu enlèves les vacances, les jours fériés, maladie, tu enlèves aussi, formation et tout ce qui est projet transverse, etc. Je crois que j'ai atterrissé à 14 jours effectifs de travail par mois. C'est-à-dire que sur 20 jours, les gens travaillaient 14 jours. Et du coup, ça incluait cette demi-journée par semaine où ils s'occupaient de projets transverses. Moi, je trouve ça hyper important parce que ça permet aux gens de sortir la tête de l'eau, sortir la tête du quotidien, de faire autre chose, de travailler avec d'autres personnes. Ça leur permet d'adresser des sujets qui sont super intéressants. Et structurants pour le coup. Et structurants et qu'il faut avancer la boîte. Donc, c'est important de laisser aux gens du temps, de leur laisser du temps pour adresser ça. Et c'était budgétisé, du coup. Et même peut-être dans un sens un peu plus large, même sur ta question, je trouve que c'est une force d'avoir autant de changements
parce que ça ouvre des nouvelles carrières et ça ouvre des nouveaux horizons à plein de CSM. Déjà, ne serait-ce que mobilité interne chez nous, par exemple, des gens, tu disais en plus tout à l'heure au début, des gens qui étaient plus intéressés par le côté sales. Aujourd'hui, on a des CSM qui sont devenus sales. On a des onboarding managers qui sont passés Success. On a des partenaires qui sont passés Success et inversement. On a récemment, juste ce matin, un Success qui va passer dans l'enablement et qui va nous faire tous les trainings. Et il a 3 ans d'expérience en tant que Success. Et maintenant, il connaît tout. Exactement. Et il en est ravi. Et c'est parce que justement, on a mis en place le digital qu'on a besoin de beaucoup plus d'accompagnement sur les nouvelles fonctionnalités qui sortent de plus en plus, sur comment reach out et faire des campagnes d'emailing alors que jusqu'à maintenant, on n'en faisait pas forcément. Et donc, c'est vraiment le mettre plutôt comme un point positif et vraiment une évolution de ton métier. Et surtout, tu vas pouvoir choisir où est-ce que tu veux aller. On a 3 différents types de segmentation de ce que tu préfères le digital, est-ce que tu préfères les grands comptes, est-ce que tu préfères le milieu, est-ce que tu veux switcher d'équipe. Voilà, c'est une force aussi. Ouais, ça crée des opportunités, en fait, les structures comme ça. J'aime beaucoup, j'aime bien l'idée de l'enablement, là, ça me paraît... on est ravis. On est ravis. Tu m'étonnes. Merci pour votre participation, c'était super intéressant. On espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à nous faire part de vos idées s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on adresse.